Cet homme est-il un tueur en série? Il s'appelle Charles Sobhraj. Il a passé plus de 40 ans derrière les barreaux pour des crimes et délits commis en Asie. Je m'appelle Charles Sobhraj. Je suis né le 6 avril 1944 à Saigon. En décembre 2022, ce Français de 78 ans a été libéré de la prison de Katmandou. Soupçonné dans les années 70 de s'en être pris à des dizaines de touristes occidentaux, il a accepté de raconter son parcours et son mode opératoire. J'endors une personne, je lui prends ses biens. Alors quand je choisis cette méthode, je peux me faire de l'argent quand je veux. Dans le monde criminel, Charles Sobhraj est devenu une légende. En Inde, l'arrestation du serpent. Le serpent, c'est le surnom donné à Charles Sobhraj. Celui que l'on appelle le serpent est soupçonné d'avoir commis une vingtaine de meurtres de touristes occidentaux. Un criminel de haut vol qui, en quelques années, a commis au moins 15 meurtres. Personnage diabolique, on le dit doté d'une intelligence supérieure. Sobhraj charmait, rendait service avant de tuer, le plus souvent par empoisonnement. Le serpent sert, oui, l'habilité de me faufiler, d'éviter la police ou d'éviter les situations difficiles. Il est fuyant, il est venimeux. Il a quand même abusé de notre confiance, vraiment. C'est ça que je ne supporte pas. C'était un menteur. Nous avons voulu confronter Charles Sobhraj à ses victimes. Là, j'avais échappé en sorte à la mort. À ceux et celles qui ont croisé sa route. C'est sa phrase préférée, hein. Tant que je pourrais parler aux gens, je pourrais les manipuler. C'est ce qu'il fait, toujours, encore. Psychopathe, sociopathe, sans empathie, sans aucune notion du bien et du mal, du moment que ça sert ses intérêts. J'ai écrit un livre sur Charles Sobhraj, avec mon compagnon qui est devenu mon mari, Richard Neville. Sobhraj a une excellente mémoire. Il a décrit chaque meurtre dans le détail. Je ne suis pas un serial killer. Je n'ai tué personne. La côte thaïlandaise, sauvage. Au sud-est du pays, à Kanom, non loin de l'île de Koh Samui. C'est ici qu'habite une Française, propriétaire d'un hôtel, une quinzaine de bungalows, posés au bord de la plage. On s'est installé à Bangkok en 1975. Mon mari travaillait comme chef du restaurant français de l'hôtel L'Oriental. Et moi, rien. Je restais à la maison, femme au foyer. Première fois en Thaïlande, choc culturel, énorme. Mais j'ai beaucoup aimé tout de suite la vie à Bangkok. Nadine et Rémi, jeunes mariés, emménagent dans cet ensemble résidentiel de 4 étages. Baptisé Kanit House, situé à Bangkok, non loin du quartier des bijoutiers. Oh, c'était un immeuble assez simple, hein, c'était pas du tout luxueux, très basique. Mobilier très ordinaire, avec une piscine. Quelques mois plus tard, un homme de 32 ans emménage à la même adresse. Sans activité, il cherche à monter un business. Je rencontre une Chinoise qui travaillait et associée dans une bijouterie. Et alors, de fil en aiguille, je me suis intéressé aux pierres. Et elle m'apprend comment évaluer les qualités, etc., etc. Eh bien, j'ai dit, pourquoi pas commencer
le business de pierres précieuses. Un jeune Français, né d'une mère vietnamienne et d'un père indien, qui a déjà vécu dans plusieurs pays. Et à Bangkok, ce nouveau voisin fait rapidement connaissance avec Nadine et son mari. La première fois, on ne s'est pas croisés, c'est lui qui nous suivait dans l'escalier. J'ai réalisé longtemps après que ce n'était pas un accident. Il nous cherchait. Il savait qu'on était là. Donc il est arrivé derrière nous dans l'escalier. « Ah, vous êtes français ?» Et voilà. Donc ça s'est déclenché comme ça. On l'a invité chez nous pour discuter un peu. Et puis il nous a dit qu'il habitait au-dessus. Vous pouvez venir quand on voulait. À Bangkok, j'ai rencontré cette Française qui habitait dans le même immeuble. J'avais mon affaire de pierre. J'étais bien établi. Qu'est-ce qu'on lit sur vos cartes de visite? Comment vous vous présentez? C'est Alain Gauthier, James Dealer, Granite House. Un négociant en pierres précieuses, qui s'appelle en réalité Charles Sobrage, mais qui se présente sous une fausse identité, Alain Gauthier. Il avait l'air d'un homme d'affaires très occupé. Il était toujours en chemise et pantalon. Et bon, genre d'homme d'affaires. Il partait le matin, il revenait, il repartait. On ne savait pas trop ce qu'il faisait. Hein, c'était... Mais sauf qu'il avait des pierres, bien sûr. Tous mes clients étaient européens. Européens ou américains, mais ce n'était pas détaillé. C'était tous des touristes. Ça marchait tellement bien par jour, au moins 20, 30 clients par jour. C'était ces backpackers, ces routards, voilà, qui partaient. C'était la mode, qui partaient d'Europe pour 1 an, 2 ans, 3 ans faire le tour du monde, enfin surtout de l'Asie. Donc ils partaient avec des traveler checks, leur passeport. Voilà, donc ils avaient certainement beaucoup d'argent avec eux. Oui, eh bien, ces gens clients, je ne dénie pas que j'en ai fait pas mal. Voici l'un de ses clients, Philippe Hannequin. À l'époque, il a 26 ans, il est étudiant en droit et visite la Thaïlande avec un ami. Il s'intéresse aux pierres précieuses et par un intermédiaire, Philippe Hannequin rencontre Charles Sobrage, alias Alain Gauthier. Arrive à notre hôtel un garçon qui se présente comme Alain Gauthier, très bien sur lui. C'est un garçon je vois qui était très à l'aise, très félin, très sûr de lui, très avenant, bien habillé, propre. Et donc, elle nous dit, voilà, je suis Alain Gauthier, je suis James Dealer. Je vous invite, si vous voulez, à venir à la maison pour vous faire voir éventuellement des pierres précieuses. La boutique, c'était mon appartement. Il y avait donc un grand salon. Avec le salon, il y avait comme un bar avec une cuisine, vous savez, à l'américaine. J'avais mon bureau et le coffre-fort, et donc les clients venaient. Dans l'après-midi, nous nous rendons à son domicile, au Granite House, qui est situé à Soi Salading, au 3e étage. Et donc là, il nous présente sa compagne, une Canadienne d'origine, dit-il, qui s'appelle Monique. Monique, dont la véritable identité est Marie-André Leclerc, une Québécoise originaire de Montréal, qui va devenir la complice de Charles Sobrage. Elle nous invite aussi à nous étendre sur le sofa et elle nous sert 2 chocolats froids. On continue la conversation et sur ce, il nous dit « Bon, je vais te présenter quelques pierres et tu me diras si ça te convient ou pas. » Il ouvre le pli de pierres précieuses et là, je reconnais tout de suite des pierres de qualité. La première question que Alain Gauthier me pose, est-ce que tu as l'argent? Donc je lui dis oui, je suis en mesure de te régler les marchandises et notamment les saphirs que tu m'as présentés. Après négociation, les 2 hommes se mettent d'accord pour 20 000 francs, soit l'équivalent de 14 000 € aujourd'hui. Je sors l'argent de ma poche, je lui présente, il compte les billets, tout est en ordre. Il me remet les pierres, je les mets dans ma poche de jean, je mets mon mouchoir par-dessus. Et puis, on continue à faire la conversation. Puis, je continuais à boire, et puis tout d'un coup, je regarde ma montre et je m'aperçois qu'il est 20h30. Donc, 20h30, le temps s'est écoulé, j'avais perdu la notion du temps. En buvant ce chocolat,
Philippe Hannequin vient d'être drogué à son insu. Et il n'est pas le seul client à avoir été pris pour cible. Presque 50 ans après les faits, Charles Sobrage se souvient de sa méthode pour endormir ses proies. En Thaïlande, j'utilisais le mogadon. Hein, c'est la famille des tranquillisants. Les gens prenaient 1 ou 2 mogadons, ça les relaxait. Et pour une personne, ce que je mettais au moins 10 ou 12 d'un seul coup. Il n'y a aucun goût. C'est comme de la craie. Donc vous pouvez le mettre dans la nourriture, vous pouvez le mettre dans le jus de fruits. Avec une cuillère, je pressais dessus pour en faire la poudre. Ça prend 2 minutes et c'est tout. C'est moi qui ai préparé. Et les effets sont assez rapides. Je me lève, et là, en me levant, j'ai une espèce d'étourdissement. Je me dirige vers la porte, il m'ouvre la porte, et là, je m'étale de mon long sur le palier. Ensuite, Philippe Hannequin se souvient d'être rentré en taxi à l'hôtel et de ressentir d'étonnants symptômes. J'étais violet, je faisais des bonds de kangourou, j'étais dans une forme extraordinaire. Je mets ma main à ma poche de jean, j'enlève le mouchoir et évidemment, je ne trouve plus les pierres avaient disparu. Une espèce de vol, mais qui était subtil, à mes yeux. Ivre de colère, il appelle Alain Gauthier au téléphone pour l'accuser de vol. Je lui dis, écoute, il me semble que les pierres, je les ai laissées, elles sont tombées de ma poche quand j'ai loupé la margelle. Soit elles sont chez vous, soit vous me les avez subtilisées. Il m'a dit, oui, c'est pas bien, tu me menaces et tout ça. Je te déconseille fermement d'aller à l'ambassade de France déposer plainte pour vol. Laissons passer le week-end et on se verra lundi. Charles Sobrage veut gagner du temps. Car d'expérience, il sait que ses victimes ne prennent pas la peine d'alerter la police. Mes clients étaient tous des touristes de passage. Ils n'ont pas ma photo, ils n'ont rien. Et après quelques jours ou une semaine, ils vont quitter le pays. Donc il n'y a pas de risque. Pourquoi Charles Sobrage utilise-t-il cette méthode pour voler ses victimes? Aujourd'hui, l'homme s'en explique à sa façon, du pur opportunisme. Et pourquoi j'ai adopté cette méthode? Pourquoi? Parce que il n'y a pas de violence. J'endors une personne, je lui prends ses biens, et après la personne se réveille. Il n'y a pas eu de violence. Et en même temps aussi, cette méthode, je peux me faire de l'argent comme je veux. Je peux être dans la rue avec quelques cachets, 3-4 heures après, j'aurai de l'argent avec ça. Combien sont-ils, précisément, à avoir été touchés par le venin du serpent? Le décompte est impossible. Seul Charles Sobrage le sait. Et pour certaines de ses victimes, l'histoire a même été beaucoup plus grave. Aujourd'hui installé sur la côte atlantique, un homme se souvient. Il explique avoir été piégé par le serpent. Il l'a côtoyé pendant plusieurs mois, au péril de sa vie. Il a accepté de nous raconter son calvaire, à condition de ne pas apparaître à l'image. À l'époque, il achève un voyage de 2 ans qu'il documente au fil des jours dans un carnet de bord. Tout démarre en septembre 1975, au nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Le 17, au petit déjeuner, on rencontre un couple de Français avec voiture, balade aux cascades, Maklang, puis repas ensemble dans leur hôtel, le plus chic de la ville. Ils payent pour moi, vraiment très sympa, très bonne journée. Ce couple de Français, c'est Charles Sobrage et sa compagne Marie-André Leclerc, alias Monique. Ce jour-là, ils ont repéré et ferré Dominique en l'invitant à dîner. Le soir, je vais à leur hôtel, restaurant. On s'assoit une première fois à table et j'ai fait une erreur. C'est que je suis allé aux toilettes. Voilà.
Et je suis persuadé que c'est ça, parce que c'est pendant que je suis aux toilettes qu'il a donc mis la poudre dans mon verre. Et quand je reviens des toilettes, que je m'assois, on trinque. Ce que je sais, c'est que je le bois, et je dirais dans la demi-heure qui suit, ça commence à mal aller, quoi. Hein. Mal au ventre, l'envie de vomir, pas bien, quoi. C'est un ensemble de choses que je n'étais pas habitué du tout à avoir. Et là, je me dis, bon, il faut que je rentre à l'hôtel. Et il me dit, d'ailleurs, il faut que Dominique, t'es pas bien, il faut que tu rentres. Donc, on va te ramener. Et je me réveille, donc, 48 heures plus tard, à Bangkok, chez eux. Monique est là et elle m'a dit, tu as été vraiment très, très malade. Et avant de rentrer, on a préféré repasser à l'hôtel te voir, parce qu'on s'est dit, il est malade, il ne faut pas qu'il reste comme ça. On ne va pas le laisser là, il faut qu'on le ramène chez nous, sinon s'il reste là, c'est catastrophique pour lui. Oh, bah, je dis, bah, c'est gentil. Il me dit, t'inquiète pas, tu peux rester là, on va prendre soin de toi, tu vas reprendre des forces, aucun souci, tu vas te nourrir et te loger. Dans un premier temps, Dominique Renolo se rétablit chez Charles Sobrage et sa compagne. Des hôtes aux petits soins avec lui. Et les premiers jours, enfin même les premières semaines, je dirais, il m'emmène dans les meilleurs restaurants de Bangkok, on va à Pattaya, on va à la frontière cambodgienne acheter les rubis et les saphirs, là, c'est superbe, quoi, c'est vraiment superbe. Mais passé cette parenthèse enchantée, l'état de santé de Dominique Renolo se dégrade à nouveau. Comme le note Nadine, la voisine française de Charles Sobrage. Dominique, c'est un grand maigre qui se plaint d'être malade, justement, mais qui voudrait bien rentrer chez lui. Et il a mal où? Il a quoi? Ben, il a la dysenterie. C'est Monique hein, qui soi-disant me soigne et me donne un petit médicament qu'il faut que je prenne assez régulièrement. Du kaopectate, ça s'appelle, c'est un genre Imodium, quoi. Quand je le prends, pouf, j'ai comme à nouveau une nouvelle dysenterie, quoi. C'est une rechute, quoi. Mais il s'est rendu compte que quand il le prenait pas, ça allait mieux. Alors il était un peu suspicieux. Et quand le singe est mort, et là c'était l'apothéose, là. Le singe Coco est l'animal de compagnie de Charles Sobrage. Il se promène librement dans ses appartements. Eh bien, Coco, un jour, a bu le médicament qui était destiné à Dominique, et il est mort. Très rapidement, oui. Ben, ça a été un déclic pour Dominique. Il a eu très peur, parce qu'il dit, je prends un médicament qui fait mourir le singe, bon. Il est mort, alors est-ce que c'est réellement mon médicament qui l'a tué ou pas? On ne le saura jamais. Peut-être, sans doute. Est-ce que c'était le médicament ou est-ce que c'était un poison? On ne sait pas. Mais Dominique s'est douté et il a voulu arrêter de prendre le médicament. Dominique stoppe donc son traitement. Mais comme s'il avait été conditionné par le couple, il n'ose pas les dénoncer. Il n'a alors qu'une envie, retrouver sa famille en France. Sauf que Charles Sobrage va l'en empêcher. Il m'avait pris mon passeport et mon argent et mes travailleurs chèques en me disant quand tu es en crise, si jamais tu sors dans la rue, tu vas te faire avoir. Donc j'ai pris ton passeport et tes travailleurs chèques, je les ai mis en sécurité dans notre coffre. En réalité, si cet hôte se montre si prévenant, c'est pour mieux dissimuler sa face la plus sombre.